Chers étudiants des sections 2, 4 et 6, SM, j'ai le plaisir de vous présenter mon cours qui s'intitule Matériaux en général et qui rentre dans le cadre de la matière découverte. Donc, à titre d'introduction générale, je dis que dans la vie courante, l'homme est entouré et utilise des choses et des objets différents pour sa vie et son confort. Ces objets et choses sont constitués de plusieurs catégories ou types de matériaux qui sont globalement classés en 4 et dont on verra successivement quelques aspects, et ce, pour vous bien sûr, puisque vous êtes en première année, à titre de découverte. Vous verrez plus en détail quand vous progresserez dans votre cursus de L2, de L3, de Master 1 et 2 et de Doctorat. Alors, ces 4 catégories sont les alliages, les polymères, les céramiques et les composites. Naturellement, cette matière qui s'intitule découverte a pour finalité de faire découvrir aux étudiants de première année SM des sections 2, 4 et 5 des choses, des objets et les sciences et les concepts et les idées qui leur sont dédiés. Donc, le but ultime de cette matière est d'aider les étudiants et de vous aider, vous, chers étudiants, à vous forger une vocation, ça veut dire une ligne de formation dans le cursus, ça veut dire dans la progression LMD, c'est-à-dire vous forger une vocation et bien sûr, au-delà de la vocation, un avenir pour vous, Inch'Allah. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Je me présente, je suis professeur Jamal Bradaï, chef d'équipe de recherche à la faculté de physique, USTHB. Je dirige une équipe de 14 chercheurs, dont la majorité sont de grade docteur et plus. Je suis spécialiste en physique des matériaux, ça veut dire en sciences une partie des sciences des matériaux. Alors, je vous parlerai dans le chapitre 1 des métaux et surtout des alliages, et principalement de 2 types d'alliages. Donc les alliages à base d'aluminium et les aciers, ça veut dire les alliages à base de fer. Alors, mes sources, je n'ai pas trop cherché à compliquer le contenu du cours pour vous permettre d'avoir un accès rapide et immédiat. Et donc, je me suis sourcé au niveau de Wikipédia en général. Ça veut dire rester accessible à tout le monde. Il suffit juste d'avoir un téléphone portable, un mobile, un ordinateur. À chaque fois, je vous laisse les sources et c'est très accessible pour vous. Alors, la demande des produits en aluminium et ses alliages, ça fait à peu près 6 ou 7 décennies, ça veut dire depuis les années fin 50. Les chercheurs se sont énormément intéressés à ces produits-là parce que la demande n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure. Et ce, en partie dû à la croissance démographique mondiale et à l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça veut dire que les gens peuvent acheter des choses, mais si dans le temps, les gens, dans le Coran Wusta, les gens étaient pauvres, jusqu'au 18e siècle, même 19e siècle, les gens étaient pauvres. Maintenant, les gens, quand même, ils ont relativement un certain pouvoir d'achat, ils peuvent se permettre d'acheter une voiture, salle à manger, mobilier, d'art, etc. Alors, la consommation de l'aluminium augmente en Europe, dans le monde, en France, par le fait que l'aluminium et ses alliages se substituent principalement aux aciers, les aciers qui sont lourds. Alors, grâce à une combinaison de propriétés comme la légèreté, la résistance mécanique, la résistance à la corrosion, les conductivités électriques et thermiques, la ductilité, la recyclabilité et d'autres propriétés. Nous les verrons une par une. J'essaierai de vous expliquer l'essentiel de chacune. Alors, la légèreté, en effet, l'aluminium est un métal qui est très léger. Vous prenez une canette, elle pèse 13 grammes. Une canette de coca, quitte qu'on fera, vide, vous avez bu le contenu de l'intérieur, eh bien, elle va peser 13 grammes. Si elle était en acier, elle pèserait 3 fois plus. Et ceci dû au fait que la densité de l'aluminium est de 2,7 grammes par centimètre cube, alors que celle de l'acier est entre 7 et 8, ça veut dire 3 fois plus. Ou celle du cuivre qui est aussi 3,2 plus. Les alliages d'aluminium possèdent une excellente résistance mécanique. Et ce qu'on appelle résistance mécanique, c'est à peu près l'équivalent à la dureté, à le fait de supporter des charges.
Vous êtes assis sur une chaise, si vous pesez par exemple 80 kg, donc 80 fois 10, 10 mètres par seconde carré, donc votre poids va être de 800 newtons. Il faudrait donc s'asseoir sur une chaise qui peut supporter les 800 newtons parce qu'il y a une pression. Donc si la chaise était faite avec un matériau qui n'est pas résistant, elle va casser. Mais heureusement, elle est faite en acier ou là en alu, donc elle donne une résistance qui va au-delà de 800 newtons, c'est-à-dire le poids que vous exercez. Alors, comme les objets et les choses qui sont faites en aluminium sont dans un environnement hostile, par exemple le fait d'avoir un objet dans la main avec les sécrétions, avec la sueur, etc., l'araq, etc., ou là vous laissez à l'air, barra, la pollution, etc., donc on appelle ça un milieu corrosif, ça veut dire un environnement hostile à l'aluminium. Du coup, l'aluminium va se corroder, mais heureusement que l'aluminium, il possède une couche d'oxyde qui va le protéger. Et de plus, l'aluminium, on l'utilise jamais comme ça à l'état naturel. On lui fait un traitement de surface. Qui m'a les demoiselles, par exemple, quand elles sortent pour aller à l'université ou là pour aller au travail ou là pour aller se balader, elles se font ce qu'on appelle un traitement de surface. Elles se maquillent, elles se font jolies. Mais c'est pas pareil. Hein, les demoiselles qui se maquillent, donc c'est pour se faire jolie. C'est pas pour lutter contre la corrosion. Et l'aluminium, par exemple, on lui fait une opération d'anodisation ou de laquage. Le laquage, c'est un peu comme mettre le liquide, je ne sais pas comment il s'appelle, le vernis à ongles. Laquer, ça veut dire mettre une laque sur l'aluminium pour le protéger. Alors, la propriété de conductivité thermique et conductivité électrique, c'est le fait que l'aluminium possède d'excellentes propriétés de conductivité. Alors, il conduit aussi bien la chaleur et l'électricité. L'aluminium conduit même mieux que le cuivre. L'électricité, il la conduit même mieux que le cuivre. Alors, l'aluminium, si vous ouvrez le frigidaire, il y a des pièces à l'intérieur qu'on appelle des échangeurs thermiques. C'est des pièces qui font passer skhana ou le barda, etc. Donc, il faut qu'il y ait un élément qui soit très bon conducteur de chaleur. Alors, la ductilité et la malléabilité sont deux propriétés. Il y a les gens qui façonnent, les gens qui mettent en forme des choses. Mettre en forme, ça veut dire former des pièces. Par exemple, هذاك اللي يخدم الطين اللي يستعمل الطين باش يخدم de la porcelaine. Alors des fois il tombe sur une طين sur une argile qui est mauvaise, il se laisse pas travailler, il casse ou il a une trouble et des fois souvent il tombe sur طين هذه qui est ductile, qui est malléable, qui se laisse travailler. Alors la ductibilité et la malléabilité c'est des propriétés importantes quand on veut mettre en forme. Par exemple, les pizzas, les pizzas, il faut la pâte. Des fois la pâte elle est mauvaise, elle a de la farine ou je sais pas quoi. Alors elle casse, elle ne prend pas forme, elle n'est pas malléable, elle n'est pas ductile. La ductilité c'est le fait de se laisser travailler, qui met le chewing-gum. Le chewing-gum il est très ductile, c'est l'inverse de fragile. La fragilité c'est la rigidité, ça veut dire يتكسر بلا ما يتعوج. Alors maintenant avec les enjeux de l'environnement et de l'écologie, l'écologie, on fait très attention à la terre. Nous avons bousillé la terre, je donne l'ont bousillé. Et maintenant on arrive au point de dire, voilà, il faut recycler, qui met le plastique, qui met l'aluminium, qui met le hadid. Recycler, ça veut dire, et on va leur donner encore une deuxième vie. Alors l'aluminium, il a la particularité d'être parmi les métaux et les alliages qui a une recyclabilité à 100%. Ça veut dire les propriétés se dégradent. Alors son recyclage ne nécessite pas beaucoup d'argent. L'énergie c'est l'argent, parce que l'aluminium 600 degrés, vous allez voir après, donc au-delà de 650 après, donc c'est pas beaucoup. Alors, il est imperméable et il est réfléchissant. Donc, deux propriétés. La première, c'est le fait qu'il a ce qu'on appelle un effet barrière. Ça veut dire, les odeurs, la lumière, les micro-organismes, ça veut dire les bactéries, le goût, donc c'est un élément de choix pour faire de l'emballage. L'emballage alimentaire ou en pharmacie. Par exemple, Aspro, donc le relève avec la partie inférieure de l'emballage de doigt, il est fait en aluminium. Parce qu'il ne laisse pas passer les bactéries, il ne laisse pas passer le hawa, etc. Alors, les propriétés réfléchissantes, vous avez vu ces propriétés parce que les cataphotes, par exemple,
les éboueurs, etc., qui يضرب la lumière qui تشوفهم يبان لنا bien. Il y a une couche d'aluminium phosphorescente recouverte d'un élément phosphorescent derrière, donc qui permet de réfléchir la lumière. Alors maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle la carte d'identité de l'aluminium. Ça veut dire les propriétés physiques essentielles. Et la description, pas uniquement les propriétés physiques, la description, etc. Donc le symbole c'est Al, le numéro atomique c'est 13, donc tableau périodique de Mendeleïev. La masse atomique c'est 27 grammes par mol. Le réseau cristallin, vous allez le voir, la définition de réseau cristallin, qu'est-ce que c'est? Vous allez la voir dans le module de chimie. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais je crois que c'est C1. Le chimie 1, on l'appelait C1, c'est 001, dans les années, début des années 80. Le réseau cristallin, donc, c'est une structure cubique à face centrée. La température du fusion est de 660 degrés C. La température d'ébullition qu'on n'utilise pas beaucoup, mais chez Kimal Mayak, donc c'est 2056 degrés C. La masse volumique, c'est 2,7 grammes par centimètre cube. La conductivité thermique et le pouvoir réflecteur, et le module d'élasticité, les gens qui sont doctorats, qui sont master 2, à votre niveau. Alors, je vous présente dans ce slide quelques types d'utilisation de l'alliage. C'est écrit éternel aluminium, ça veut dire meifnesh, l'aluminium du meifnesh. Alors, la bouteille de droite, c'est tout simplement un déodorant pour homme ou pour femme, l'étiquette Makash. Donc, il se présente comme ça quand il sort d'usine. Donc, c'est le déodorant qu'on met le matin sous les aisselles pour sortir. Donc, c'est fait en aluminium. Et à gauche, vous avez une chaise qui est faite. La chaise qui met à l'arrêt ou la taille, alors, une chaise qui est faite en alu. Vous avez tahta, c'est la base d'un fer à repasser. Le fer à repasser, comme son nom bien l'indique, il était fait en fer. Et maintenant, il est fait en aluminium. Donc, on n'appelle plus fer à repasser. On va l'appeler l'aluminium à repasser. Ensuite, vous avez à gauche, juste à gauche, vous avez un capot, tu as une 206 ou la 207 ou la 208. Il est fait donc en alliage d'aluminium. C'est moderne parce qu'avant, c'était en acier. Ensuite, vous avez un guidon. Tu as les vélos de course. Moderne. Ensuite, à gauche, je reconnais une canette de Coca-Cola ou la autre chose, Pepsi ou la, et je reconnais un tube de rouge à lèvres. Donc, ils sont faits en alliage d'aluminium. Ce slide montre certaines applications de l'aluminium dans la vie courante. À droite, donc, vous avez une bouteille qui est un spray qui est un déodorant spray pour demoiselle ou pour homme, pour jeune homme ou pour vieux ou pour n'importe qui. Alors, il n'a pas encore été étiqueté, ça veut dire qu'il peut devenir après soit Narta, soit RE, donc des marques Haddock. Ensuite, à gauche, vous avez une chaise Tal'ares ou une chaise Tal'Hawi qui est faite en aluminium. En dessous, vous avez la base, enfin, entre guillemets, fer à repasser, mais comme il est maintenant en aluminium, il va falloir dire aluminium à repasser au lieu de fer à repasser. Ensuite, à gauche, en haut à gauche, juste après la chaise, vous avez donc la coque, une voiture, je crois reconnaître une 207 ou là une 208, t'as Peugeot, qui est faite en alliage d'aluminium. Tu as un guidon de vélo de course compétitif. Et à gauche, vous avez, je reconnais, un tube de rouge à lèvres qui est fait en aluminium, comme aussi le tube de dentifrice, il est fait aussi en aluminium. Et à gauche, la canette. Alors, ce slide est un peu compliqué. Ça. On commence à rentrer un peu dans ce qu'on fait par exemple en M1, etc. Donc, mais plus en profondeur. Là, je vous fais leur connaissance. Alors, ce qu'on appelle la désignation. Désignation, ça veut dire la nomenclature. Ça veut dire الأسماوات التسمية التقنية نتاع الخواليط. الخواليط تاع l'aluminium. Alors, la série 1000, donc c'est un aluminium presque pur, donc à 99,5%, et les autres, donc فيهم بزاف les autres éléments dirty. Donc, l'aluminium, 1000, qui met le 1050 par exemple. Tout à l'heure, j'ai été pour acheter un morceau pour l'un de mes étudiants au niveau de Ruisseau. Il y a une entreprise qui vend les alliages. Pour là, le 1050. Alors, le 1050, vous le trouvez par exemple Touareg, le Biban, etc. Donc,
c'est un alliage quand même d'aluminium quand même qui est bas de gamme. Ça veut dire machi râler parce qu'ils vont en tonnes, etc. Ensuite, vous avez la série 2000. Et le deuxième élément, c'est le cuivre. Donc les séries 1000, 2000, 3000, 8000 se distinguent par le deuxième élément. L'inzido. L'élément l'inzido. Alors, l'inzido, le cuivre majoritaire, on va obtenir la série 2000, qui est très célèbre. La série 3000 fait un deuxième élément, c'est le manganèse. La série 4000 fait un silicium comme deuxième élément. Alors la série 5000 c'est du magnésium. La série 6000 c'est du magnésium avec le silicium. Alors la série 7000 c'est le zinc. On rajoute du zinc principalement. Et la série 8000, autre élément, sincèrement. Alors ce slide est assez intéressant dans la mesure où il nous montre les applications les plus courantes des différentes familles d'alliages, selon l'industrie, selon le domaine. Alors le ferroviaire, par exemple, le ferroviaire, le lourd, ça veut dire les trains, ou le tram, ou le métro. Alors ils utilisent les séries 5000 principalement, 5000 ou 6000 là. Les séries 5000 et 6000. Alors le terrestre, ça veut dire siyarat, 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 bus, etc. Donc la série 5000, série 6000. Maritime, ça veut dire le baborat, le bawakhir soir ou le kbara. Le kbara, généralement on utilise l'acier, mais ce sont les petites vedettes soir. Il y en a qui sont fabriqués, ou là les bateaux de pêche qui sont fabriqués en alliage d'aluminium. De la série 5000 ou là de la série 6000. L'aéronautique, c'est les avions. On les reverra après dans un slide spécial. La série 2000 et la série 7000. Alors les ponts et les passerelles, c'est la série 6000. Bâtiments et constructions, c'est la série 6300. Alors le solaire et l'éolienne, c'est la série 6000. Alors dans ce slide, deux définitions importantes. Qui fait on produit les pièces, les objets en aluminium. Alors il y a deux façons. Soit par déformation plastique, ça veut dire une tôle ou un tube, on le déforme et on lui donne une forme qui m'a maqla, qui m'a baignoire, qui m'a évier de cuisine. Ça c'est fabriqué par un procédé de déformation, ça veut dire déformation plastique, on lui une forme. D'accord. Sinon, la deuxième façon c'est de couler, c'est-à-dire l'alliage, on a force 660 degrés et où les liquides كيما المسكوتشو مع الشيكولا كي يكونوا على l'état liquide, le mouscoutou والشيكولا on les coule par gravité dans un moule, et ben on va obtenir une forme qui ندخلوها لداخل le four. OK, نخلوها يبرد, on va avoir le mouscoutou, la forme تاع l'alliage d'aluminium qui va solidifier, qui aura une forme. Donc la mise en forme par coulée ou la mise en forme par déformation plastique. Alors ce slide montre dans la photo d'en haut à droite, alors ce qu'on appelle les produits longs. Les produits longs sont les tubes. Alors les produits généralement ils jouent sous forme de produits longs ou là sous forme de produits plats. Les produits longs qui mettent les tubes par exemple ils disent la plomberie et qui يروحوا عند البلombier ولا يروحوا عند les spécialistes, ils achètent des produits longs. من بعد كي يجوا للدار باش يخدم لك لا plomberie في الدار يعوج ويدور ويقطع ويطلع ويهبط. Généralement, ils se vendent sous forme de produits longs, généralement de 6 mètres, entre 4 et 6 mètres. Alors, vous voyez, la forme tahum, c'est soit carré, c'est-à-dire soit c'est des tubes carrés, à base carrée, soit des cylindres, soit des poutrelles, et des poutres, les cornières, on va les voir, soit pleins, soit vides. Vous avez des machins qui sont pleins, des machins qui sont vides. Alors, la photo, c'est une charpente métallique qui est en aluminium, parce que les charpentes métalliques, on les faisait en acier. Et comme c'est lourd, c'est très très lourd, et bien maintenant on se met à utiliser l'alu. Exactement comme le biban. Vous voyez par exemple les deux jolies portes. Moi c'est des portes de maison, des portes de magasin, qui sont en alu. Alors pour les gens qui aiment le café qui est sous forme de capsule, qui met un espresso, ou la Lavazza, ou la Famico, ou la Kahwet 1001, ou là. Alors, il se présente sous forme de capsules. Et bien, ces capsules, elles sont produites avec un alliage d'aluminium. La base, c'est l'origine, c'est des tôles qui sont sous forme de bobines, qui m'a la photo de gauche.
Alors les tôles sont minces, sont très très minces, sous forme de bobine. Après je vais vous montrer l'opération d'emboutissage dans le slide, dans les slides qui vont venir après. Alors, par la même façon, donc on peut produire des casseroles, on peut produire des poêles, les ustensiles de cuisine avec lesquels... avec scarfage, je ne sais pas comment on dit en français, le scarfage, la machine à râper, elle est faite en alu, avec des couteaux, etc. Les couteaux, ça m'étonnerait qu'ils soient en alu, ils sont en acier, parce que l'alu n'est pas bon pour être utilisé sous forme de couteau. Pardon, les couteaux, c'est toujours des aciers inox. Ensuite, la belle canette 0,5 litres qui n'a pas encore été étiquetée, elle peut servir soit le coca, soit le Pepsi, soit le hamoud, soit autre chose. Alors, ce joli slide, il est dédié aux alliages d'aluminium qui servent pour les avions. Alors, dans les avions, vous avez la structure, le squelette de l'avion, il est fait en acier, et vous avez la coque externe qui est faite en alliage d'aluminium. Et vous avez les moteurs qui sont faits avec d'autres matériaux qui mettent les alliages de titane, de chrome, etc. Bon, mais la coque, ça veut dire l'extérieur de l'avion Camel, il est fait avec deux alliages d'aluminium qui sont super durs. On va les voir tout à l'heure, qui la dureté presque de l'acier. Alors, ils sont très célèbres. واحد اسمه 7075 والآخر اسمه 2024. Donc, ce sont deux alliages d'aluminium super célèbres. Vous aurez le temps, avec plaisir, de regarder les pièces Camel. La partie fokania, la partie tahtania, les longerons, le bab, l'aile, etc. Le fuselage, les ailerons, etc. Okay. Alors, la photo de gauche, de haut en gauche, c'est une aile, un petit avion, Boeing, un petit avion qui a été formé donc en alliage d'aluminium, probablement 7075, 2024, ou là leur combinaison. Alors, ce slide, il y a un schéma en haut à gauche qui montre l'opération qu'on appelle l'opération d'emboutissage. L'emboutissage, c'est le fait de donner une forme à une tôle. Alors, la tôle, c'est celle qui se situe entre la matrice, ça veut dire la partie titania, ou la partie focania qui est poinçon, elle appelle la forme, elle lui donne une forme. Alors l'exemple immédiat c'est le taht. Vous voyez la photo qu'il y a en dessous, donc là où il y a du bleu et du gris. Alors la partie focania c'est le poinçon, la partie tahtania c'est la matrice, et on met une tôle binatom et on fait une force énorme, avec plusieurs mégapascales, voire gigapascales. La tôle va se déformer, va produire Kimal Kahana, c'est une baignoire. Vous avez reconnu donc, c'est pour produire une jolie baignoire sur laquelle on va se doucher, la chia qui joue après une journée harassante. À droite, c'est une petite machine d'emboutissage, mais pour produire des casseroles. Vous voyez les casseroles, il en a produit 5 ou 6, le monsieur avec les lunettes. Et bien, ça c'est une choufou, mais choufou mora à droite. Alors, mora à droite, il y a un chariot dans lequel il y a 100 ou 200 casseroles. Donc, artisanal quand même, c'est semi-artisanal parce que c'est pas artisanal, c'est professionnel. Donc, la machine à emboutir, pour les gens qui veulent après faire ça, ça se voit, la foire, après la corona, il y a des petites machines d'emboutissage. Alors ce slide va nous montrer comment on produit des pièces compliquées par coulée. L'exemple, c'est le moteur Tassiara, le bloc moteur. Il est fait en alliage léger, c'est-à-dire un alliage d'aluminium, pour les voitures de course, c'est-à-dire les voitures spéciales qui m'a Audi, etc. Pas les voitures de course, les voitures d'orca modernes. Ils ne divulguent pas maintenant les constructeurs, mais pour le moteur pour ne pas que les Chinois piquent l'idée. Alors, au départ, il y a un matériau. Le matériau de départ, il y a les lingots à droite, les lingots qu'on achète. Il y a des fournisseurs, maintenant, les plus grands fournisseurs, c'est les Canadiens et les Chinois. Il y a une entreprise canadienne, qui s'appelle Alcan. Aluminium Canada, les sections 2, 4 et 5, probablement واحد فيكم راح يخدم في كندا عند Alcan ولا شي les Chinois ولا Rio Tinto ولا. Donc on importe كيما l'Algérie صونا كومرويبا, ils importent les lingots كيما هكذا باش يذوبوهم, بعد ils vont couler. Alors qu'est-ce que c'est couler? معناتها يذوبوا l'aluminium liquide dans une matrice, c'est-à-dire dans un moule, كيما المول تاع المسكوتشو واش فاهم ياك, à l'état liquide. Alors la photo تحتها, c'est un monsieur qui est en train de couler manuellement. Vous voyez le monsieur هاوليك البرا تاعو يبان, او التيشيرت تاعو خامل شويه, il a un gant, il a هذاك وين l'aluminium دايب, ensuite هاو يبعث لداخل, يبعث l'aluminium liquide داخل المول. À droite c'est une coquille, ça veut dire c'est un moule dur. Alors sur la lancette à la coulée, la photo en haut à droite montre
l'aluminium daïb qui est en train d'être coulé dans une matrice. Une matrice dure, une coquille, on appelle ça une coquille, une matrice dure, ça veut dire un moule dur. Alors à gauche, vous avez une succession de moules. En vérité, c'est un train de coquilles, c'est un train de moules. Un monsieur là, il fait le train. Et il y a deux monsieur, un pot l'aluminium daïb. Le monsieur يطبع وهو ما يدفقوا من بعد يطبع يدفقوا حتى يبرد من بعد يبون démouler. La photo qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle une coulée sous pression. C'est différent من الفوقة. الفوقة c'est pas gravité, ça veut dire نخلي l'alliage liquide يدوب لداخل la coquille, alors que تحتها نبعث l'alliage لداخل la coquille mais avec une pression, ça veut dire avec النفس هكذا تطبع هذاك l'alliage هذاك تطبعه pour produire des séries كيما par exemple des objets bzaf, beaucoup d'objets par matrice. Et à droite, donc pour finir ce slide, à droite vous avez un monsieur qui se trouve probablement en Afrique, au Mali ou au Niger ou au Sénégal, qui n'a pas de coquille, mais qui a un système ingénieux. Donc il a un moule et il le fait avec le sable, donc il coule. واحد الكسرونه هاي الكسرونه هايله elle est fabuleuse dans le sable. Mais le sable هذا ماشي الصابل تاع الرمل, là c'est du sable qui vient تاع الواد, on appelle le sable noir. هاي donc la partie haute, هاي la partie basse à droite, et le monsieur est en train de regarder est-ce que le moule s'est fissuré باش يشوف يسقمو pour encore couler une autre كسرونه pour la famille à côté. Parce qu'il y a un monsieur à gauche qui est en train d'attendre. Avec ce slide, je vais finir donc le premier cours, ça veut dire la première partie, tu as le chapitre 1, tu as le cours, tu as découverte, en montrant une propriété mécanique, enfin deux propriétés mécaniques qui sont la résistance mécanique et la limite élastique. Alors, celle qui est en jaune, celle qui est en jaune, c'est la résistance mécanique, et celle qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le yield strength. Le yield strength, bon, mais regardez celle qui est en jaune. Donc, ça ressemble à peu près au gratte-ciel à Dubaï ou là à Chicago. J'aime bien les deux villes. Alors, par exemple, à Dubaï, vous avez le gratte-ciel le plus élevé, ça veut dire la propriété la plus forte, c'est-à-dire la dureté la plus forte, c'est à Burj Al Khalifa, à Dubaï. Et là, vous avez à peu près plus de 500 mégapascales. C'est énorme. C'est énorme pour l'alliage d'aluminium. Donc, il a presque à l'acier qui vaut à peu près 600. Donc, l'aluminium, vraiment, et puis, regardez, c'est bien le 7075 ou juste Mora, le 2024. Les deux alliages qui ont été développés pour les avions, l'aéronautique. Juste après Moraham, j'ai la série les 5000 et les 6000. Ensuite, pour finir, vous avez la série à 1050, donc à peu près 50 mégapascales. Mais aucune problème. C'est pour ça que Taqa ou le bab qui est fait en aluminium 1050, elle va casser. Et je vous remercie d'avoir suivi la première partie du chapitre 1 qui est dédié aux alliages d'aluminium. Merci. Alors, chers étudiants, dans la deuxième partie du chapitre 1 de mon cours de découverte, je vais vous parler de l'acier. Alors, l'acier, c'est un alliage de fer et de carbone. Donc, le fer, c'est un métal et le carbone, c'est un non-métal. Vous pouvez trouver plus de détails dans ma source que j'ai utilisée et qui est sur Wikipédia. Alors, un acier, par définition, est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone, dans des proportions comprises entre 0,02% et 2% en masse de carbone. Alors, c'est essentiellement la concentration de l'élément carbone qui donne à l'alliage les propriétés de l'acier. Il existe d'autres alliages à base de fer qui ne sont pas des aciers, comme les fontes et les ferro-alliages. Donc le diagramme de phase à droite, je ne vais pas vous en parler parce qu'il sera introduit quand vous serez plus avancé dans le cursus de LMD. Et je ne sais pas si vous le verrez dans d'autres matières, mais moi je l'enseigne en Master 1, ça veut dire dans le deuxième palier du système LMD. Alors, il y a les aciers qu'on appelle les aciers d'usage général. C'est comme par exemple pour les chaises, ou là pour la carcasse à les tables,
ou pour la construction, etc., pour le benyan, pour le benyan, etc. Donc on les appelle les aciers non alliés d'usage général. Et il y a aussi les aciers alliés, non alliés spéciaux, qui sont fabriqués par un système qu'on appelle, par des techniques qu'on appelle de traitement thermique, et qui sont malléables, soudables et déformables par déformation plastique. Alors il y a les aciers faiblement alliés pour trompe et revenu, donc ce sont des opérations un peu compliquées. Ça veut dire la trompe, c'est comme par exemple vous avez vu dans les films تاع بكري وين ندخلوا par exemple الحديده comme font les forgerons et يكونوا مدخلينها داخل الفور بعد يجبدوها ils la mettent dans l'eau. Ils la mettent dans l'eau, donc on appelle ça tromper. Tromper, ça veut dire faire baisser la température de l'acier très vite. Alors, les éléments d'alliage de l'acier favorisent la trompabilité, ça veut dire plus trompable, et permettent d'avoir des structures très dures. Donc, le mousse par exemple, donc dur, ou là, d'autres applications où on demande une forte dureté. Comme les outils de coupe par exemple, qui marchent tous les chignoles, etc., les meules, etc., ou là, les roulements à cigarettes, ou là, les ressorts à les voitures, etc. Il y a aussi la famille des aciers fortement alliés qu'on verra. Et il y a les aciers inoxydables. Les aciers inoxydables qui par exemple les couteaux, ou là, les lames pour raser, etc., ou là, les ustensiles de cuisine qui sont en acier inox. Ensuite, il y a les aciers rapides. Ce sont des aciers spéciaux pour les outils, les à forte vitesse, les par exemple, les chignoles, etc. Alors, les aciers non alliés d'usage général pour la construction, ce sont les plus répandus dans le monde, dans l'industrie et dans la construction mécanique. Donc, il y a le fer industriel, dont le pourcentage en carbone est inférieur à 0,05%. On ne parle pas de fer, mais d'acier, parce que fer est le carbone. Alors, les fontes, qui m'a par exemple la voiture, par exemple, le squelette de la voiture, il est fait en fonte. Alors, l'augmentation du pourcentage du carbone dans les aciers augmente la dureté, la résistance à la rupture, la limite élastique, la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la trompabilité, etc. Et la formation des carbures. Mais il diminue la malléabilité. Ça veut dire l'acier ne va pas être plastique. Il ne va pas être plastique comme l'effet à chewing-gum, etc. Il ne va pas être ductile. Dans la famille des aciers non alliés d'usage général, je vais vous faire un peu d'histoire. Alors, la fabrication de l'acier remonte à peu près à 1700 ans avant Sidna Isa, avant Jésus-Christ, par une ethnie qu'on appelle les Hittites. Ensuite, vers 1786, il y a 3 savants français, Berthollet, Monge et Van der Monde, qui ont défini exactement le trio fer-fonte-acier et le rôle du carbone dans ce trio. Ça veut dire que le fer et le fonte et l'acier, la proportion de carbone elle est importante. À la fin du 19e siècle, la production de l'acier s'est développée avec la révolution industrielle, grâce à Bessemer et au procédé Thomas Gilchrist. Alors, au cours du 20e siècle, ça veut dire le fêtes, la production mondiale de l'acier est passée de 28 millions de tonnes en 1900 à 60 millions de tonnes en 1940. Ça veut dire juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette production a atteint après 141 millions en 2004. Alors, là, en 2004, la production est passée à 1 milliard de tonnes. Alors, dans ce diapo, je vous montre quelques exemples d'application des aciers de construction d'usage général. Alors, vous avez par exemple à gauche et à droite donc une structure charpente métallique en acier. Donc, c'est un garage. C'est la construction d'un garage à étage. Alors, la photo du milieu, c'est une photo de ce qu'on appelle le tri soudé. Ça veut dire avec les dérobés, la construction pour construire les plateformes, etc., ou les immeubles. Alors, la photo en bas, elle est extrêmement importante et probablement je vous poserai une question dessus. Donc, les différents types de comment sont vendus les aciers en général. Donc, vous avez ce qu'on appelle les profilés pleins, ça veut dire les tubes pleins, les tubes creux, les profilés creux,
Alors vous avez les poutrelles qui sont en forme IPN, IPE, hyper, HE, etc. Les poutrelles, donc les dialogues béniens et arfois. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les tôles. Alors des tôles d'acier, où là ils se présentent sous forme de bobines. C'est des bobines avec lesquelles par exemple on fabrique les citernes. Alors les citernes Talma en acier donc sont fabriquées à partir de bobines. Alors les aciers non alliés spéciaux. Alors les aciers spéciaux non alliés pour traitement thermique, donc la teneur en manganèse, le manganèse c'est un élément très important. Alors le symbole des aciers spéciaux non alliés pour le traitement thermique, il s'appelle 45, qui contient par exemple 0,45% de carbone. Alors les aciers faiblement alliés pour trompe et revenu, les éléments d'alliage favorisent la trompabilité et permettent d'avoir des structures, c'est des structures que vous verrez en M1, ou là vous verrez durant votre cursus si vous faites un autre parcours. Ce sont des aciers à haute dureté, à haute limite élastique pour les outils de ressort, les roulements, etc. Donc je donne un exemple à droite, deux photos, tu as les roulements, tu as siyarat, ou là tu as le motowet, qui sont des aciers non alliés très durs. Ou là le ressort, donc le ressort tu as siyarat, tu as un élément, tu as les amortisseurs. Alors, les aciers fortement alliés, ça veut dire faire les éléments d'addition. Donc, ce sont des aciers inoxydables. Un domaine une très haute teneur en chrome. C'est le chrome qui rend l'acier inoxydable. Il y a le chrome parce que l'oxygène il massacre l'alliage. Le chrome, c'est un élément très noble. Les pare-chocs, les voitures américaines étaient faits en chrome. Alors, la teneur en chrome est supérieure à 10%. Alors, il se passe que le chrome s'oxyde et va former une couche protectrice. Donc, ce sont des aciers fortement alliés. Les inox, les aciers inoxydables se travaillent, c'est-à-dire sont déformés plastiquement à froid. Parce que l'oxydation augmente avec la température, il se forme donc une couche d'oxyde de chrome d'épaisseur importante. Alors, l'un des exemples, les aciers fortement alliés, c'est le X2 chrome Nemo 17, etc. Alors, exemple, vous avez les ustensiles, vous avez donc les ustensiles de cuisine, qui met les couteaux, les fourchettes, mais en inox, ça veut dire noble, mais chez qui en aluminium. Par exemple, vous allez à la cantine de Jamia, eh ben, ils vous donnent des fourchettes qui sont en alu. Mais quand vous allez dans une fête, par exemple, quelqu'un qui est riche et qui invite des gens chez lui, il y a un couvert qui est en inox. Alors, les aristocrates, ils donnent des couverts qui sont en argent. Vous avez donc là, par exemple, une rampe d'escalier qui est faite en acier inox. Vous avez par exemple une grosse marmite qui est en acier inox. Et vous avez donc une batterie d'éléments de cuisine, le frigidaire, etc. dans la carcasse. Les carcasses sont faites en acier fortement allié. Ça veut dire inox. Alors, ce qu'on appelle les aciers rapides, ce sont les aciers qui sont destinés à subir des mouvements de rotation à des vitesses très très fortes. Qui met les outils de coupe, par exemple, qui met la meule, la chignole, etc., les forêts, etc. Alors là, l'appellation assez rapide, pour assez rapide supérieur, désigne les aciers outils. Ça veut dire qui met avec la perceuse, la tronçonneuse, etc. Alors en anglais, c'est High Speed Steel. Et l'abréviation c'est HSS. Alors, les aciers, un peu d'histoire. En 1899 et en 1900, Taylor et Mansell, White, alors, ils ont fait des expériences pour augmenter la dureté des aciers à outils autotrompants. Autotrompants, rapidement. Alors, ils constatèrent que certains aciers préalablement chauffés à une température proche de leur point de fusion donnent un métal plus dur. La dureté est en effet conservée à haute température jusqu'à ce que le métal soit chauffé au rouge. Ces aciers autotrompants sont les premiers aciers à coupe rapide. Alors, trois exemples d'aciers trompants. Vous avez le four, je ne sais pas comment on les appelle, les mèches, la chignole, les trous. Vous avez vu des gens qui font des trous dans les aciers ou qui font des trous dans le hayat ou dans le htab. Alors, ils te généralement. Vous avez en bas un forêt, ça veut dire les trous. Donc, c'est pour trouver le sol qui est dur, qui met les roches, etc. Ensuite, vous avez un disque de tronçonnage, la tronçonneuse, généralement, les chercheurs pour découper des aciers ou l'aluminium. Ensuite, vous avez
La photo de gauche, oui, on voit le htab par exemple. Le htab qui est très très dur, ça doit être du mérisier, c'est un bois noble. Hein. Le bois normal, le htab normal. C'est un bois noble, donc pour le découper, il faut un outil qui soit dur. Et vous voyez donc, avec le disque de tronçonneuse qui est énorme. Alors, je vous présente dans ce slide une machine qui est un peu spéciale, elle est énorme, elle coûte énormément d'argent. Cette machine Hadia, donc en Europe, c'est une machine allemande qui a été construite en Allemagne dans une région qui s'appelle le Bade-Württemberg, pas très loin de Stuttgart, dans Baden-Baden. Et l'élément bleu Hada, qui est à la face, qui est dans le visage de la machine, c'est lui qui va couper le sol. Et Hadi, justement, elle a le diamètre, le tunnel, le métro. Donc cette machine, elle a été utilisée à Paris, et ça fait pas longtemps, c'est pour creuser un tunnel de métro. Creuser un tunnel de métro, je ne sais pas comment ils creusent, pour creuser le métro. Mais Hadia est utilisée pour une ligne spéciale qui se trouve au nord de Paris. Donc c'est les Allemands, les Bavarois, mais elle est énorme, hein, regardez. Alors derrière, c'est le moteur avec toute l'électricité, etc., pour pousser. Donc la machine Hadi, elle va pousser dans le tunnel, elle va tourner, elle va abraser, elle va enlever le hajr, et il y a tout un dispositif derrière pour emmener le hajr, les gravats, etc., pour les évacuer vers l'arrière. Et cette machine, elle fait à peu près, vous voyez un homme avec une jaquette verte, avec les gilets jaunes. Ce monsieur-là vous donne une idée à peu près de la taille de la machine. Et la machine, j'ai escamoté. Cette machine doit faire à peu près 30 mètres de longueur, ce qui est énorme. Alors, le dernier slide, c'est je vous fais une comparaison de la production mondiale, comparaison entre l'acier et l'aluminium. Alors, l'acier, 162 millions de tonnes. Alors, le prix à l'acier normal, c'est $660 la tonne. L'acier inox, il coûte 4 fois plus. Il coûte 2390 $ la tonne. Et l'aluminium, la production mondiale a été de 43 millions de tonnes. Et le prix à l'aluminium, il fait à peu près deux fois l'acier. Et il fait à peu près 60% de l'acier inox. Je vous remercie donc pour votre écoute et j'espère que ce cours qui est une introduction, donc qui est une découverte, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer en profondeur, c'est juste des flashs d'informations qui vont vous faire connaître donc l'aluminium et ses alliages et le fer et ses alliages, ça veut dire l'acier. Merci de votre écoute et ceci termine le chapitre 1.